nos Gadiam réunionnais ce soir. Alors, on va commencer par le plus jeune, Salim Moussadji. Bonsoir. Bonsoir. On s'était vu il y a quelques temps, on a parlé du dossier. Et je vais vous présenter Arnold Jacou, donc, juste après. Bonsoir. Bonsoir. Juste pour dire que Lila, à sa façon, il va vous montrer comment il voit le dossier de Salim Moussadji. On va juste rappeler d'abord ce dossier, Salim. Oui, c'est une fait emblématique des mécanismes de l'économie réunionnaise. On était presque numéro 1 dans les pneus. 700 autos, 45 emplois créés. On s'est fait spolier toutes nos sociétés par la Sogecor. Donc c'est un procès qui dure 12 ans. Et on va juste rappeler combien ont été déjà investis pour ce procès. Plus de 700 000 euros. D'accord. Et à ce jour, combien de dédommagements, combien d'argent reçu? Au total, ils nous ont donné environ 900 000 sur 12 ans, mais on a remonté une société en 2009 et ils nous ont réattaqué pour la clause de non-concurrence, donc on a été obligé de fermer. La banque nous a remis à la porte et on avait fait des saisies qui étaient validées par les tribunaux. Les banques ont refusé de lâcher les fonds sur ordre de Sogecor, etc. Donc on a encore tout perdu. Donc voilà, ce qu'on a touché d'une main, on l'a dépensé de l'autre. Et voilà, c'est le but. Okay. Vous êtes également psychosociologue, en tout cas Arnold Jacou. La question, c'est quel regard on porte sur un tel dossier quand on a cette capacité de perception et de vision? Je peux dire ce que je pense. Mais je pense que le dossier de Salim Moussadji avec la Sogecor reflète quelque chose de général ici à La Réunion. C'est-à-dire, à La Réunion, c'est un dossier qui traîne depuis 12 ans. À La Réunion, on va de scandale en scandale, ils se succèdent les uns après les autres, et tout le monde a l'air de s'en porter aussi bien. On continue à vivre avec. C'est comme si culturellement, on accepte ce genre de choses. J'ai envie de dire que c'est de la facilité, de la fatalité ou de la lâcheté? Oh, je vais pas porter de jugement moral, je vais éviter ça. Okay. Je vais simplement dire que tout le monde s'en fout un peu. D'accord. Et on s'approprie un peu les scandales, en espérant pouvoir en profiter d'ailleurs, si c'est possible. D'accord. Et je reviens à ma question aujourd'hui. Comment faire en sorte comment justement sensibiliser la population à quelque chose qui normalement ne devrait pas exister? Comment sensibiliser ce rapport de force toujours entre le pot de fer et le pot de terre? Comment faire en sorte que les Réunionnais comprennent que le rapport de force pour l'instant est toujours dans le même sens? Eh bien, si on savait comment faire, je pense qu'on aurait résolu le problème. C'est vrai, nous sommes bien dans un rapport de force. Nous sommes dans une société inégalitaire et ce sont toujours les mêmes qui subissent l'influence, le pouvoir, l'aspiration à la fortune des plus puissants. Nous sommes une société de caste ici. Nous ne sommes pas du tout dans une société du vivre ensemble, comme on le dit, comme si c'était un idéal facile à obtenir. C'est pas vrai. Il y a des gens qui profitent de la situation, qui profitent de leur statut social, qui profitent de leur fortune, qui profitent aussi d'une approche de la justice qui quelquefois est un peu approximative. Donc, je ne sais pas répondre. Je ne sais pas comment résoudre ce problème. Évidemment, je n'ai aucune vérité. Ça fait 35 ans que je vis ici. Je n'ai aucune vérité. J'observe simplement les choses. Je pense que mettre sur la place publique un certain nombre de situations comme celles qui concernent, à ce que je vois, à ce que je crois, ce n'est pas la vérité, c'est subjectif, je reconnais, qui concerne les Moussadji, mettre sur la place publique peut aider à, je vais dire, développer un niveau de conscience différent, supérieur. Espérons-le. Dans les ouvrages que vous avez écrits, Arnold, quels sont les ouvrages qui parlent vraiment de cette situation? Alors, oui, je me suis intéressé, justement parce que c'est assez emblématique de ce qui se passe à La Réunion, je me suis intéressé à ce problème. Donc, j'ai écrit un roman, c'est un roman, ce n'est pas un reportage, qui s'appelle Le ventre du barbare, et le sous-titre, c'est le traité élémentaire d'escroquerie appliquée. Alors, je vais vous montrer déjà donc la couverture, le ventre du barbare et traité élémentaire d'escroquerie appliquée et autres infamies.
Arnold Jacou, donc là-dedans. Alors, c'est quoi le roman, exactement? Et ça Ah raconte bien, quoi? le roman Au moins le reprend, début. le roman reprend, à ce que j'ai compris, l'histoire, le développement de l'escroquerie dont Salim Moussagi pense avoir été l'objet. Et il décrit un peu les stratégies de pouvoir qui sont mises en œuvre et les stratégies de défense que les frères Moussagi ont mis en œuvre. C'est un roman, ce ne sont pas véritablement les personnes, ce sont les représentations que nous avons de cette histoire. Et bien sûr, c'est la fin qui peut être intéressante. L'escroc en titre se fait lui-même escroquer par plus fort que lui. C'est ce que je souhaite à tous les escrocs. J'allais dire, on aurait pu dire que c'est un espèce de Largo Winch. Une espèce. De Largo Winch, bande dessinée. Ah oui, peut-être. Oui, c'est vrai. En fait, il pourrait faire l'objet d'une illustration intéressante, oui. Mais, et alors, Et ça peut être intéressant Alors, aussi pour l'ogre certains et les lecteurs. deux frères, là, c'est beaucoup plus, j'allais dire, ça pointe vraiment du doigt. L'ogre, on sait qui c'est. Les deux frères, c'est les deux frères Mousadji, donc, qui se font manger, quelque part, par cet ogre. Oui. C'est ça? Mais ça a été dessiné par un dessinateur qui n'est pas d'ici. Alors, juste pour vous montrer, ne serait-ce que deux exemples, voilà donc, ça se passe dans un tribunal, bien sûr, puisque ça doit être. Alors, est-ce que je peux montrer d'autres images? Je vais vous montrer ça. Continuez à. Alors, je vous pose la question. Alors, regardez, l'image est très symbolique, celle-là. Deux frères à terre, qui écrasent du pied, un prétoire également. Donc, pour vous montrer que ce livre, L'ogre et les deux frères, donc, ça symbolise un petit peu cette lutte, ce combat de Salim Moussagi et de son frère, donc, contre cette entreprise de la Réunion qui les a spoliés, si on tient compte de ce que dit Salim, donc spoliés de leurs biens. Bon, ce ne sont évidemment pas les personnages réels. Bien sûr. Ce sont des représentations que nous avons d'un rapport de pouvoir entre des puissants et des petits réunionnais de la base. Alors, est-ce qu'il faut l'intégrer dans un cadre colonialiste ou bien est-ce qu'on remet l'Empire à son niveau? Est-ce qu'on remet les rapports de force à ce niveau? Ou c'est vraiment la bataille du libéralisme et du capitalisme entre ceux qui sont plus forts et ceux qui travaillent et qui finalement perdent le bénéfice de leur travail? Oui, je serais partisan de la seconde hypothèse. Il n'y a pas de perspective colonialiste. Libéralisme sauvage. C'est un libéralisme sauvage, mais c'est les rapports de pouvoir qui existent dans toutes les sociétés entre les systèmes de dominance et puis le petit personnel de base. Est-ce qu'il y a de l'espoir? Parce que Saïd Moussagi, c'est quelqu'un qui n'a peut-être pas les mêmes réseaux. Non, mais ça, c'est intéressant parce que Salim Moussagi parvient à avoir un niveau de frustration très élevé. Donc, il s'est battu avec ses faibles forces, il s'est battu avec son argent dans la réalité, il s'est battu comme il pouvait. Je pense que dans d'autres circonstances, d'autres personnes, au lieu de se battre, auraient acheté une Kalachnikov et auraient tiré dans le tas. Lui, il s'est battu avec les outils de la justice et de la justice française. Donc, il y a beaucoup de mérite. Juste pour relever l'oxymore faible force. Pas mal. J'allais dire, Salim Moussagi, quand on regarde la façon que Arnold Jacou de raconter l'histoire, de montrer ce fait de société où le lion aura que l'union fait la force, ou que la force donne raison toujours au plus fort. Non, mais c'est David et Goliath. Hein. On espère toujours que David va finir par liquider Goliath. C'est pas certain. C'est éventuel. C'est une éventualité. L'union fait la force. Je crois la persévérance peut faire la force. La persévérance peut amener à ce qu'on rende justice à David et à ce qu'on reconnaisse que son combat est légitime. Il me semble que c'est, dans la réalité, je dis bien, ce que je reconnais chez les frères Moussagi. Quelque part, c'est aussi changer la façon de faire. Parce qu'en face, il y a quand même des hommes puissants, une structure puissante, un réseau très puissant. Et c'est face à ça que lorsqu'on est quelqu'un qui n'a pas les mêmes moyens, ou surtout qui a des valeurs, parce que certains n'hésitent pas à utiliser toutes les ficelles
légal, illégal, moral, immoral. Et Salim Moussagi a quand même des valeurs qu'il essaye de maintenir. Oui, bien sûr. Ben, d'abord, ben, je suis euh, français et musulman, je suis croyant, et je crois en Dieu, je pense que... C'est bien de dire que musulman, parce qu'il vient il vient de comparer Salim Moussagi au roi David. Non, mais nous, vous savez, ben, on parle de... Ben, je suis content. J'ai même monté un club de foot qui est devenu le second club de la ville de Saint-Louis, la F Saint-Louis. Et ben, j'ai fréquenté toutes les catégories de personnes, notamment les gens les plus défavorisés. Donc, au-delà de ça, c'est un combat, je pense, ben, avec l'association Les Révoltés du 974, on mène ce combat-là avec d'autres personnes qui sont fait spolier et des gens justement soucieux de l'avenir de la Réunion. Et je veux dire, malheureusement, on est peut-être une minorité, mais je veux dire, on poursuit un combat qui est noble et avec des arguments aujourd'hui qui sont caractérisés. Et le problème, c'est que qu'on a des magistrats qui sont payés avec l'argent de nos impôts pour faire rendre justice et qu'ils font pas leur travail. Donc c'est là que ça pose problème. Enfin, je dis pas tous les magistrats, mais il y a certains magistrats qui font leur C'est travail. pas forcément tous les magistrats, ça c'est une certitude, mais c'est ceux qui ont le pouvoir qui quand même créent la situation. Exactement. Mais j'ai été reçu par le procureur général durant plus d'une heure actuelle à la cour d'appel dans une grande salle avec le substitut général. Donc il peut pas dire qu'il n'est pas au courant. Il a reconnu, il a été même lui choqué. Il m'a demandé de faire confiance à la justice, que c'était pas terminé. Et au final, la situation s'est un petit peu aggravée. Donc on voit un petit peu que la Sogecor, le PDG, il est juge au prud'homme. Le DG de la Sogecor, il a été élu tête de liste par le MEDEF aux élections de la CCIR. Il siège à la Sécu, il siège à la Chambre de commerce, il est président du syndicat des importateurs automobiles. Donc je veux dire, ils ont des relations de partout. Et moi je dis que si la Sogecor fait l'objet d'un simple contrôle fiscal ou d'une enquête, notamment sur les logiciels comptables de la Sogecor, ils sont en garde à vue. Mais pourquoi il n'y a pas d'enquête? Il y a des jugements qui ont reconnu qu'ils ont vidé les stocks de nuit, on dépose des plaintes, qu'il y a des marchandises à zéro en compte annuel reconnues par un tribunal, validées par la cour d'appel, il n'y a pas d'enquête, toujours pas d'enquête. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a des magistrats qui refusent de faire leur travail parce que c'est la Sogecor. Et quand on les voit arriver aux audiences à la cour d'appel, grand sourire, ils sautent par le bas, près du bureau des hauts magistrats, etc. Mais on est choqué. On voit qu'ils arrivent là, sourire aux lèvres, avec un sentiment d'impunité, tout juste on dirait la justice est à leur service exclusif. Et c'est choquant. Et c'est frustrant, nous. On dit que... on fait quoi là, alors? Est-ce que ça... Voilà, c'est ce sentiment-là qu'on veut que l'opinion publique sache, que ces gens-là, finalement, ils crachent sur la justice. Et ils sont en train de mettre l'institution judiciaire au service des choses totalement ahurissantes. Et comment les magistrats qui prêtent serment, qui arrivent là, bien habillés, en grande robe, et on leur doit du respect d'ailleurs, quand on arrive dans une salle d'audience, quand le juge arrive, on est obligé de se lever, ça veut dire on respecte les magistrats, et ils ne nous respectent pas. Et on sent du mépris, indirectement, de par leur décision pour les petits justiciables que nous sommes. On a un magistrat à la cour d'appel qui fait un faux jugement de notre affaire, qui me condamne à 26 000 € d'amende, un petit, je suis puni pour m'être défendu face à ces gens-là. Ça veut dire qu'aujourd'hui, l'institution judiciaire a le pouvoir de punir les victimes quand ces victimes-là dénoncent un petit peu trop, c'est aux bourgeois de la société réunionnaise. Médiatiser ce système, cette façon de faire, Arnold Jacou, Oui. Quelle pourrait être la conséquence? Je veux dire comment je vois la chose. D'abord, je veux dire que les personnes que Salim voit comme ses prédateurs sont eux-mêmes musulmans. C'est-à-dire que la foi, quelle qu'elle soit, chrétienne, musulmane ou autre, n'est pas un certificat de vertu morale en tant que Ça n'apporte aucune garantie. Ça, c'est le moins garantie. qu'on puisse dire. D'accord. Mais ensuite, je crois que ce que dit Salim oblige à essayer de comprendre comment fonctionne le système.
Il me semble, on pourrait dire, il me semble en tout cas que nous sommes ici dans une économie de comptoir, c'est-à-dire qu'il y a les gens qui détiennent le pouvoir et la fortune sont les importateurs et les distributeurs. Gros. Ils sont alliés avec les banques qui financent leurs affaires, ce qui est normal forcément. Mais le troisième larron du trépied de l'escroquerie, ce sont justement, comme dit Salim, probablement, du moins c'est ce qui apparaît, je ne vais pas l'affirmer, ce sont certains magistrats qui sont utilisés intelligemment, stratégiquement par les deux premiers comparses. Donc on a un trépied, pour moi, me semble-t-il, de l'escroquerie ici, qui est cimenté par les réseaux qui les entourent, c'est-à-dire les réseaux à la fois maçonniques, les réseaux socio-professionnels, enfin tout cela, qui sont utilisés. Je ne mets pas en cause la philosophie maçonnique, je mets en cause l'usage, l'usage de certains pour leurs affaires privées de tous ces réseaux. Voilà ce qui me semble qui est en train de se passer. Les conséquences, c'est que nous baignons ici quelquefois dans ce type de situation que tout le monde a l'air d'accepter en espérant, encore une fois, pouvoir un jour en bénéficier lui-même. D'accord. Mais il y a quand même un contexte, je veux dire, quand on parle de David contre Goliath, si David, dans la Bible, a réussi à vaincre Goliath, dans cette réalité d'aujourd'hui, comment aller contre des règles tenues par ceux qui font le plus de mal? Mais bon, David et Goliath, c'est une métaphore. Oui. Hein? La métaphore ne fonctionne pas toujours. La justice était élaborée pour protéger la société. Le sentiment qu'on a d'ailleurs dans l'affaire Mousadji, c'est que la justice n'est pas seulement là pour dire le droit, ce qui en tout cas apparaît au bout de toutes ces procédures comme normalement en faveur de l'affaire Mousadji, mais la justice est là aussi pour garantir une certaine stabilité de la société. Et le sentiment qu'on a, le sentiment aussi que j'ai pu risquer dans ce roman, c'est que si les puissants étaient condamnés, ça déstabiliserait l'ensemble de la société réunionnaise. Donc, il est hors de question qu'on touche aux puissants en pensant qu'on pourrait épargner un véritable déséquilibre dans la société, déséquilibre économique en particulier. Donc, la justice, probablement, est prise dans une double contrainte pour savoir ce qu'elle doit faire. On va s'arrêter là-dessus pour ne pas dépasser l'heure qui nous est impartie. Merci, Saïd Mousadji. Je vous remercie. Merci Arnold. Je vais juste montrer les trois œuvres qui sont là. Alors là, la tête sous l'eau, on reparle de la crise du requin. Ça, c'est montrer à quel point ça a été mal géré. C'est moi qui ai fait l'enquête sociale sur la crise requin pour la préfecture. Ça a été c'est ce que nous avons édité. C'est les deux bouquins de Jules Bénard. Alors, deux bouquins de Jules Bénard. Alors, Jules Bénard n'habille pas le diable en Prada, mais le diable au bord du chemin. Jules Bénard, une excellente plume de La Réunion et également Souvenir d'une enfance créole de Jules Bénard. Vraiment l'occasion de faire un voyage. L'éditeur, c'est l'éditeur L'Éclipse du temps. D'accord. Merci en tout cas à vous deux. Merci à vous. Merci à vous de nous avoir suivis.